On est le 15 novembre 2004, au petit matin, Peter Porco, greffier de métier, se réveille auprès de sa femme Joanne. Il est le premier debout et se prépare donc pour la belle journée qui l'attend. Il se change, descend à la cuisine pour prendre son petit déjeuner, puis sort à l'extérieur de la maison afin de récupérer le journal quotidien. Les oiseaux chantent, il fait beau. En clair, toutes les conditions étaient réunies afin de débuter cette belle semaine. Après avoir récupéré le journal, il retourne à l'intérieur de la maison, fait quelques pas, puis s'écroule. Peter ne se réveillera jamais. Et pour cause, la moitié de sa boîte crânienne avait disparu. Son cerveau arrive à peine à tenir en place, et la raison est bien simple, il avait reçu plus de 16 coups de hache au niveau de la tête. Voyons ensemble aujourd'hui la sombre affaire de Christopher Porco. La famille Porco habite à Bethlehem dans le comté d'Albany, situé dans l'état de New York. Peter et Joanne Porco se sont mariés en 1970 et ont eu 2 enfants. Jonathan Porco, 23 ans au moment des faits, travaillant en tant qu'officier de la marine en Caroline du Sud. Et son petit frère, Christopher Porco, 21 ans, étudiant l'économie à l'université de Rochester. La mère, Joanne, elle, est orthodontiste de profession, tandis que Peter, lui, est greffier pour la Cour suprême de New York. Le jour du 15 novembre 2004, donc, la Cour suprême de New York ouvre ses portes et commence à accueillir ses premiers employés. On est lundi et donc il y a énormément de choses à faire. Mais Peter Porco manque à l'appel. Ses supérieurs ainsi que ses collègues n'ont pas été prévenus de son absence. Peter n'a prévenu personne, n'a envoyé aucun mail, et donc tout cela commençait à devenir très étrange. La police locale sera rapidement appelée et ces derniers vont intervenir au domicile des Porco. En arrivant sur place, ils toquent à la porte, mais personne ne leur ouvre. Ils forcent donc la porte. Et là se présente devant eux une scène d'horreur indescriptible. Peter gît dans une mare de sang, a le visage totalement défiguré, mais surtout la moitié de son crâne avait totalement disparu. Les policiers essayent de lui porter secours, mais il n'y avait plus rien à faire. Peter était mort depuis plusieurs heures. En se rendant à l'étage, il découvre le corps de Joanne, allongé sur le lit, avec à ses côtés une grande hache de pompier ensanglantée. La pauvre gisait elle aussi dans une mare de sang et avait reçu plusieurs coups de hache au visage. Mais en s'approchant de Joanne, les policiers découvrent qu'elle respire toujours. Ils appellent alors rapidement une ambulance qui va arriver au domicile des Porco, mais avant de l'envoyer aux urgences, car ils ne savaient pas si elle allait s'en sortir ou pas, les policiers décident de la questionner rapidement. La victime ne peut que communiquer avec des gestes, car sa mâchoire avait été complètement détruite par les multiples coups de hache. Les forces de l'ordre commencent alors à lui poser plusieurs questions, et notamment une où il lui demande si elle connaissait la personne qui les avait agressés. Joanne répond donc oui en hochant la tête, et lorsque la police va lui demander si cette personne faisait partie de la famille, elle va répondre à nouveau à l'affirmative. Les policiers vont alors lui demander si elle avait des enfants, elle répond que oui, puis ils vont finalement réduire leur zone de recherche sur un fils et son frère aîné. Lorsqu'il lui demande si ça aurait pu être son plus jeune fils, elle répond d'un oui en hochant la tête. Après avoir fini de l'interroger, les ambulanciers vont alors transporter Joanne en urgence à l'hôpital le plus proche. Les policiers, eux, vont barricader la maison et vont directement commencer leur enquête. Pendant ce temps, à plus de 370 km de là, à l'université de Rochester, Christopher reçoit un appel d'un journal local qui avait eu vent de cette affaire afin de l'interviewer. Christopher va refuser et va directement appeler la police de Bethlehem. Police dispatcher Saginor. Hi, my name is Chris Porco. I was just called by the Times Union saying that my parents were found dead this afternoon. Okay. You're gonna go right to Albany Med? I don't know. I don't even know where my mom is, but... Yeah, she is at Albany Med. Okay. Do you know her condition? No, because I haven't talked to her. Okay. Because when you get there, I'll come and see if there's anything I can do for you. Okay. Okay, thanks. Yep. Bye-bye.
Jonathan et Christopher vont se rendre à l'hôpital où était leur mère et seront rapidement interrogés par les enquêteurs. Jonathan, lui, était officier dans la marine en Caroline du Sud et était dans sa base le jour du crime. En appelant sa base, les enquêteurs vont rapidement confirmer son alibi et il sera écarté de la liste des suspects. Quant à Christopher, ce sera une autre histoire. Il raconte avoir passé toute la soirée au dortoir de son université avec ses amis, mais les amis en question confirment à la police qu'ils n'avaient pas vu Christopher la veille du crime. Cependant, certains témoins affirment avoir vu Christopher faire du jogging près de l'université de Rochester, le matin même où les corps avaient été découverts. Un mandat de perquisition sera rapidement effectué au dortoir de Christopher. Son ordinateur, ses effets personnels ainsi que sa Jeep jaune seront tous confisqués. Et en parlant de la Jeep, celle-ci sera un élément clé dans la résolution de cette enquête. En observant les images de vidéosurveillance près de l'université de Rochester, il découvre que celle-ci avait quitté le campus aux alentours de 22h30. Plusieurs témoins affirment avoir vu passer cette Jeep jaune, très reconnaissable. De plus, l'un des voisins de la famille Porco va indiquer à la police qu'il avait aperçu la Jeep jaune garé devant la maison aux alentours de 4h15 du matin alors qu'il s'apprêtait à se rendre au travail. Mais surtout, l'un des employés d'une société d'installation d'alarme va expliquer à la police qu'aux alentours de 3h du matin, toutes les alarmes avaient été désactivées. Et pour les enquêteurs, tout commence à faire sens. La Jeep avait été aperçue quittant l'université de Rochester aux alentours de 10h30 et la distance en voiture séparant Rochester de Bethlehem est d'environ 3h30, ce qui correspond exactement au moment où les alarmes avaient été désactivées. Christopher se serait alors rendu par la suite dans la chambre de ses parents muni de sa hache. Il assénera plusieurs coups de hache sur leur visage, puis repartira au petit matin à son université comme si de rien n'était. L'enquête en elle-même va durer plus d'1 an, puisqu'en effet, malgré tous les éléments à leur portée, les enquêteurs, eux, n'avaient pas de preuves solides pour l'accuser. Ils avaient beau chercher des indices dans la maison familiale, ainsi que dans la Jeep de Christopher, mais aucune preuve formelle n'a pu être récoltée. Christopher sera donc libéré sous caution et en parallèle de cela, Joanne, sa mère, va finir par se remettre de ses blessures. Et l'enquête va prendre une tournure très inattendue. Joanne va indiquer à la presse que son fils est innocent. Elle, qui avait clairement indiqué à la police que c'était leur fils Christopher qui avait essayé de les tuer, donne à présent une version totalement différente. Elle indique dans sa lettre à la presse que cet incident a eu un impact majeur pour sa famille ainsi que ses 2 fils. Son fils Christopher n'y est pour rien et les policiers devraient arrêter de vouloir incriminer ce dernier et se focaliser sur le vrai criminel. Mais la réalité est tout autre. Malgré le bon vouloir de Joanne, Christopher, lui, ne s'entendait pas du tout avec ses parents. Puisque un semestre avant l'attaque, Christopher avait été renvoyé de son université à cause de notes insuffisantes. Ses parents vont rapidement l'apprendre et vont décider d'arrêter de le soutenir financièrement. Christopher avait toujours été l'enfant gâté dans la maison et obtenait toujours ce qu'il voulait. Mais le problème, c'est qu'il aimait dépenser tout l'argent que ses parents lui donnaient dans des choses futiles. Et c'est donc tout naturellement que les parents de Christopher vont arrêter de soutenir leur fils en apprenant que celui-ci avait été renvoyé de son université et que tout l'argent qu'il lui avait donné avait disparu. Mais Christopher, lui, ne veut pas arrêter ses études. Il va donc décider de se réinscrire pour le semestre suivant, mais pour cela, il aura besoin d'argent. Il décide donc d'effectuer un prêt de 31 000 $ au nom de son père Peter en utilisant son numéro de sécurité sociale. Il va aussi fabriquer de faux bulletins de notes qu'il va envoyer à ses parents afin de leur faire croire qu'il avait réintégré l'université. Et il n'avait qu'un seul but en tête, récupérer leur confiance afin qu'ils lui donnent
à nouveau de l'argent de poche. Mais voyant que cela ne menait à rien, il aurait alors décidé d'éliminer ses parents. Ces derniers avaient souscrit à une assurance vie d'une valeur totale d'1 million de dollars et Christopher était prêt à tout pour que cet argent lui revienne. Finalement, le procès de Christopher va débuter en juin 2006. Sa mère Joanne va tout faire afin de défendre son fils, mais malgré tous ses efforts et après plus d'1 mois de procès, Christopher sera accusé de meurtre au second degré et de tentative de meurtre sur sa propre mère, Joanne. Il écopera de 50 ans de prison minimum avec une possibilité de libération conditionnelle en 2052. Et vous les amis, qu'avez-vous pensé de cette affaire? Donnez-moi votre avis directement dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire. Merci encore énormément pour tout, car c'est bien grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Et si vous souhaitez voir d'autres affaires insolites, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici.